Bonsoir Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors ce soir, on revient sur une participation que tu as faite à Radio-Canada et à Télé-Québec. Une émission entre autres qui s'appelle Zone franche. C'était la première diffusion. C'était sur l'immigration. Il y avait toutes sortes d'invités. Et toi, tu as été invité. Et comment on t'a invité? Comment on a fait pour... Qu'est-ce qui a choisi? Qu'est-ce qui a fait que le critère? Quel critère a fait qu'ils t'ont invité? Je pense qu'ils ont eu une bonne équipe de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient des oppositions ou des positions assez fortes. Puis ils ont sélectionné les gens pour qu'il y ait un débat, en fait, pour que ça lève un peu en termes de débat. Donc, ils ont pris des gens qui étaient très favorables à l'immigration. Le problème, et ça, j'ai ressenti ça dès que la recherchiste, en fait, m'a contacté, c'est qu'ils voulaient des quotas. Ils étaient déjà dans la logique de quotas pour avoir des femmes, pour avoir des immigrés. Donc, ils ont sélectionné des gens qui n'étaient pas nécessairement les plus calés dans le domaine. Ils ont sélectionné ça dans une logique multiculturaliste, finalement, de quotas ethniques. Ce qui fait qu'ils ont invité des immigrants qui n'avaient pas nécessairement des opinions très éclairées sur la question, mais comme ils représentaient, entre guillemets, la diversité ethnoculturelle, ils ont été invités. Alors, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'inviter des gens qui étaient plus connaisseurs de ces sujets-là, par exemple des professeurs d'université calés en la matière, plutôt que d'inviter des immigrés qui ne s'y connaissaient pas et qui, dans le fond, défendaient un peu leur expérience personnelle en nous disant voilà, je suis un bon immigrant, j'ai connu des difficultés, le problème, c'est les Québécois, le problème, c'est le système d'immigration actuel. Alors, effectivement, il y a des problèmes d'immigration au Québec. C'est vrai qu'on peut faire des critiques au système actuel parce qu'on vend un rêve aux immigrés qui n'arrive jamais. Hein? Finalement, quand les immigrés arrivent ici, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas de reconnaissance de diplôme, que dans le fond, ils servent de main-d'œuvre à bas coût pour un patronat qui les fait venir, qui servent également d'une forme de bétail électoral pour des forces qui les dépassent, c'est-à-dire en gros dans une lutte nationale du Canada contre le Québec. Donc tout ça les dépasse, les immigrés, et on peut comprendre qu'ils aient une forme de ressentiment envers le rêve québécois ou le rêve canadien, entre guillemets, qu'il aurait proposé vu de l'étranger. Donc ça, c'est la première partie, disons, de l'histoire pour Zone franche, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été sélectionnés, non pas tant pour leur connaissance du sujet, mais pour représenter finalement l'idéologie multiculturelle, disons, qui est assez partagée par l'intelligentsia médiatique du Québec. Il faut rappeler que l'émission Zone franche est une émission produite par Urbania, qui est un magazine, disons, montréalais, très bobo, gauchiste. Donc, tout ça s'inscrit là-dedans. Bon, malgré tout, je dois dire que, globalement, le montage de l'émission a été quand même assez honnête. C'est-à-dire qu'il y a eu 1h30 de tournage. Sans les pauses, ça a duré 45 minutes. Ça a quand même été assez honnête, je pense. On a coupé, évidemment, certains pans de l'émission qui auraient pu être intéressants. Mais c'est inévitable dans de tels types d'émissions. Comment je dirais, évidemment, on était censé être 3 contre 3. Il était censé avoir moi, M. Bastien, Frédéric Bastien, professeur au Collège Dawson, professeur d'histoire, et un immigrant du nom de M. Emezzo, qui était censé finalement s'attaquer à l'immigration. Et finalement, on se retrouvait dans un débat à 2 contre 4, où il y avait une position patronale, il y avait une professeure de la TÉLUQ d'origine libanaise qui défendait en gros l'immigration massive, un humoriste qui ne savait pas trop ce qu'il faisait là, et puis M. Emezzo, voilà, qui a écrit un livre sur son expérience d'immigrant togolais au Québec. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de la part de Télé-Québec de contacter des gens qui avaient des positions tranchées finalement, parce que ça fait lever le débat public. Ça, c'est quelque chose qui nous manque grandement au Québec. On a très peu d'émissions de débat. On est dans une espèce de consensus médiatique. Il y a comme des bulles médiatiques. Hein. Il y a les radios de Québec, Radio X, etc., qui finalement fonctionnent en vase clos. De l'autre côté, il y a Radio-Canada, la presse, et puis le système québécois. Et c'est comme si ces trois réseaux-là médiatiques ne se parlaient pas vraiment. Il y a peut-être des points de passage entre les radios de Québec et Québécois, mais globalement, on est dans des mondes assez hermétiques. Hein. Si on veut avoir une position multiculturaliste, on écoute Radio-Can, on lit la presse, on lit Jessica, le Soleil, etc. Et si on veut avoir des positions plus nationalistes, ben, on s'en va du côté de Québécois. Donc, c'est bien quand même parfois de réunir des gens de tendances différentes parce que c'est du débat d'idées que naît l'intelligence. S'il n'y a pas de débat, ben, on est un peu comme dans les médias sociaux.
on est renfermé dans un entre-soi idéologique. Et finalement, qu'est-ce qui ressort? Ben, c'est simplement des insultes, qu'on n'est pas d'accord avec la personne avec qui on débat. Donc, effectivement, au Québec, on a un problème à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je suis quand même favorable à ce type d'émissions-là, des types d'émissions qui favorisent les débats publics et les prises de position tranchées. Lors de cette émission, Alexandre Cormier-Denis, vous avez vous avez adopté une position que vous avez toujours, c'est une position nationaliste, une vision culturelle de la nation. Et vous avez parlé de réduction de l'immigration, bien sûr. Mm-hmm. Les autres défendaient l'immigration massive. Mais plus important encore, quelqu'un vous a demandé de répondre à la question « Qu'est-ce que le Québec? » Et qu'avez-vous répondu? Oui, ben, j'ai utilisé l'expression grouxiste foyer lumineux de l'Amérique française parce que ça me semblait résumer, en fait, l'histoire du Québec contemporain qui s'inscrit dans celle du Canada français et donc de la Nouvelle-France. Alors évidemment, je savais que j'avais une portion de temps extrêmement courte pour exprimer ça, donc j'ai utilisé la formule grouxiste. Et puis voilà, ça s'inscrivait dans l'histoire nationale du Québec, dans une définition nationale du Québec qui finalement fait en sorte qu'on projette l'histoire nationale au-delà de 1960. Souvent, le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a l'impression qu'on naît et que notre nation naît avec la Révolution tranquille. Et on nie un peu tout ce qui précède, comme si on apparaissait ex nihilo avec l'élection des libéraux en 1960. Ce qui d'ailleurs est le discours qu'ont tenu les élites libérales révolutionnaires tranquilles. Hein. C'est le discours des libéraux qu'on se fait servir. La vision qu'on a de Maurice Duplessis, la vision qu'on a de l'Église catholique, c'est la vision que les gagnants de la Révolution tranquille nous ont transmise. Et c'est un peu ça le problème actuel au Québec, c'est qu'on a de la difficulté à voir au-delà de 1960, hein, de voir que finalement le Québec, ça commence avec Jacques Cartier. Que s'est-il passé à la suite de votre citation de Lionel Groulx dans la foule? Ah oui, bien c'est ça. Ça a fait réagir la foule qui a eu une espèce de malaise. Donc, ça a suscité une forme d'hilarité parce que, évidemment, M. Emezzo a essayé de tourner ça un peu en ridicule. Ce qui était assez choquant quand même parce que c'est un immigrant qui, finalement, rit des fondements du Québec. Donc, il y a de quoi être un peu, disons, blessé en termes d'orgueil national et de trouver ça un peu impoli. C'est-à-dire, on est face à quelqu'un qui est là seulement depuis 10 ans et quand on essaie de lui expliquer dans une formule courte qu'est-ce que le Québec, il se met à en rire. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de connaissances historiques. Hein. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui nous disait, en gros, que le multiculturalisme canadien défendait l'identité québécoise. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de problèmes en termes politiques et on voit que son ancrage dans l'histoire du Québec était faible. Mais ce que ça révèle, évidemment, ce ricanement de la foule, c'est plutôt un malaise. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui, lorsqu'ils se font donner une définition de ce qu'est le Québec, ne savent pas quoi répondre, ne savent pas comment réagir. Il y a une espèce de méconnaissance de l'histoire nationale et ça prouve, voilà, l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que finalement, l'école, en termes de mémoire et en termes historiques, ne fait plus son travail. Et ça, malheureusement, il faut le dire, c'est aussi notamment en raison du Parti québécois et des réformes qui ont été faites à l'époque où le Parti québécois était au pouvoir. On a voulu transformer l'histoire nationale en une sorte d'histoire civique. On l'a déraciné, hein, on l'a vraiment sorti de la grande tradition de l'histoire nationale qui s'inscrit dans le Canada français et dans la Nouvelle-France pour en faire un peu l'histoire des valeurs démocratiques. Alors oui, c'est quelque chose d'intéressant à faire, mais ce n'est certainement pas le centre, finalement, de notre histoire nationale. Hein. L'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, elle vise à aplanir tous les conflits et toutes les différences, notamment avec le Canada anglais. On veut aussi empêcher qu'émergent de l'histoire nationale des grands héros, des grandes figures historiques. Donc tout ça fait partie d'une conception de l'histoire qui fait en sorte qu'on dénationalise l'enseignement à l'école pour finalement transmettre simplement une vision pluraliste, démocratique et souvent très à gauche de l'histoire de la société québécoise. Ce qui est problématique parce qu'il y a un manque de transmission finalement. Et c'est d'étouffer les pulsions de vie, comme vous utilisez ces mots-là? Tout à fait. C'est pour étouffer un peu les réflexes de vie des Québécois.
Finalement, ça fait partie de l'utopie multiculturaliste dans laquelle on vit. Hein? C'est-à-dire, le Canada, c'est un pays qui était un pays, en tout cas, que les fédéralistes canadiens-français ont toujours considéré comme binational, avec la Constitution de 1867, à tort ou à raison. Et puis ensuite, avec 1982, c'est devenu un pays multiculturel. Et là, on est rendu une étape plus loin, c'est-à-dire un État post-national. Hein? Le Canada se veut un peu une utopie du monde à venir et se présente comme l'idéal cosmopolite que tous les États, éventuellement, vont devoir adopter, notamment en Occident, avec l'immigration massive et avec la multiplication des identités nationales au sein de mêmes États. Donc, c'est pour ça, finalement, cette dénationalisation s'inscrit dans un cadre idéologique très clair, qui est celui du multiculturalisme canadien. Ensuite, que s'est-il passé? Il y a eu la soirée est encore jeune avec M. Wautier et M. Boussaïdan, qui étaient aussi présents et que vous dites qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu des propos, ils ont parlé de vous? Oui, c'est ça. Alors, l'émission de radio La soirée est encore jeune, animée par M. Wautier, et d'ailleurs à laquelle M. Boussaïdan avait déjà participé. Donc, c'est un ancien collaborateur de l'émission. Et c'était pour faire la promotion de son spectacle d'humour. Et c'est M. Wautier qui l'amène un peu sur la question de l'identité et sur le débat de Télé-Québec, auquel M. Boussaïdan avait participé. Et finalement, c'est un peu l'animateur de Radio-Canada qui, dans une même phrase, nomme mon nom, le nom de l'organisme dont je suis le président, Horizon Québec Actuel, et insinue qu'au Québec, on est passé de l'étape de l'ignorance sur l'immigration. Hein, déjà, on présuppose que les Québécois sont ignorants sur l'immigration ou sur la question des signes religieux et qu'on est maintenant passé à une nouvelle étape qui est celle du racisme. Donc, c'est l'animateur qui lie finalement mon nom, l'organisation dont je suis le président, et le mot racisme. Et à partir de ça, Boussaïdan va un peu avoir un discours assez, je dirais, un peu ambigu parce qu'il est à la fois élogieux en affirmant qu'il était face à quelqu'un, donc moi, oui, qui connaissait ses dossiers, qui était cultivé. Et parce qu'il était cultivé, parce que moi-même j'étais cultivé, selon ses propres mots, je ne pouvais qu'être raciste puisque j'étais opposé aux politiques d'immigration massive actuelles. Donc, c'est un raccourci intellectuel incroyable. Oui. Et, comment je dirais, c'est tout simplement diffamatoire. Parce que le racisme, c'est quand même condamné par la loi. Oui, tout à fait. Je veux juste revenir sur ce qu'il a dit. Si vous êtes cultivé, vous devez être pro-immigration massive. C'est ce qu'il insinue. Oui, c'est-à-dire qu'il insinue qu'effectivement, si on a une culture générale, mais forcément, on connaît la culture des autres, et donc, on n'en a pas peur. Hein? C'est un peu un présupposé intellectuel cosmopolite, de dire, finalement, on est un citoyen du monde quand on est cultivé, et donc, on ne peut pas avoir peur de l'immigration. Donc, si quelqu'un a des arguments, si quelqu'un est renseigné sur la question et qu'il demeure opposé aux politiques d'immigration massive qu'on subit actuellement, bien, c'est donc que c'est un raciste. Évidemment, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas trop le vocabulaire qu'il utilise. Parce que le racisme, bon, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je vais le redire ici, oui. Le racisme, c'est deux choses. C'est un, la croyance qu'il existe des races humaines, ce qu'on appelle une position racialiste. Hein, il y a des races humaines, mais il n'y a pas nécessairement de hiérarchie entre elles. Et deuxièmement, le racisme dit non seulement il y a des races humaines, mais il y en a qui sont supérieures à d'autres. À aucun moment, au courant de l'émission, et à aucun moment dans mes écrits ou dans les capsules que j'ai déjà faites, j'ai évoqué le fait qu'il y ait des races humaines et que certaines soient supérieures à d'autres. Ce qui est vrai, ce que j'ai fait dans l'émission, c'est mentionner le fait que les populations blanches de souche au Canada seront minoritaires à partir de 2050. Ça, ce sont des statistiques ethniques qui sont colligées par Statistique Canada et qui sont utilisées notamment par des universitaires qui sont eux-mêmes des universitaires de gauche cosmopolites qui, finalement, analysent les réactions des populations occidentales face à leur marginalisation démographique. Mais en aucun cas, c'était des propos racistes. Mais ça, c'est normal, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ont peu de contenance intellectuelle. C'est-à-dire, ils ont peu de référents, ils sont un peu dans l'émotion. Eux-mêmes sont issus de l'immigration. Ils considèrent évidemment qu'ils contribuent à la société québécoise et ils ressentent comme une attaque personnelle toute critique contre le système d'immigration massif
que Ottawa nous impose. Et finalement, ça prouve un peu leur vacuité intellectuelle. Hein, ils ont des contradicteurs. Quand ils se rendent compte que leur contradicteur connaît minimalement son sujet, est minimalement articulé sur la question, eh bien, finalement, c'est l'insulte qui part. D'ailleurs, je continue là-dessus, au moment de l'émission à Zone Franche, il a dit, les propos que vous tenez, ça me rappelle 1939, en faisant référence finalement à la Deuxième Guerre mondiale. Alors bon, on peut dire que c'est une mauvaise référence parce qu'en 1939, au Québec, ce sont les libéraux qui prennent le pouvoir. Évidemment, il fait référence à la Seconde Guerre mondiale et au régime fasciste en Europe. Mais encore là, c'est un peu un impensé. C'est la réduction ad Hitlerum. Hein? Quand il y a quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on réduit sa pensée à de l'hitlérisme, à la formule d'Hitler. C'est ce que l'écrivain Renaud Camus appelle la seconde carrière d'Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'Adolf Hitler, est finalement, son fantôme est toujours avec nous. Dès qu'il se passe quelque chose, on ressort la figure d'Hitler pour décrédibiliser l'adversaire politique qui pourrait tenir des propos qui ne cadrent pas avec l'idéologie dominante. Une autre chose que je voudrais vous donner l'opportunité de corriger et de pointer, c'est à un moment donné, vous parlez de 2 jeunes filles pakistanaises voilées, oui. Mais vos propos sont complètement déformés. Oui, à l'émission de Radio-Canada, oui. Ça, M. Boussaïdan dit il est mal à l'aise avec le fait de voir 2 petites filles pakistanaises dans son quartier. Alors, ce que j'ai dit, c'est que c'était 2 petites filles de 8 ans pakistanaises voilées. Quand je vois des petites filles voilées dans mon quartier, ça m'est d'ailleurs arrivé cette semaine même, je ne me sens plus au Québec. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui se retrouvent dans cette situation-là, qui se disent, OK, le système d'immigration que l'on connaît, le système d'intégration des immigrants et d'assimilation des immigrants, ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans le mécanisme qui fait qu'on est face à des gens qui se recroquevillent dans leur communauté, dans leur identité religieuse, et le beau rêve d'intégration à la société québécoise qu'on nous a vendu depuis au moins 20 ans, depuis au moins les années 90, début 2000, donc ça fait peut-être même déjà 30-40 ans qu'on nous vend ça, ne fonctionne pas. Et là, on se rend compte qu'avec les masses d'immigrés qui arrivent, il y a finalement des problèmes de communautarisme qui se créent. On l'a vu récemment, c'était la meilleure illustration de ce que je dénonçais à la manifestation du 7 avril dernier à Montréal, où on a eu quand même droit à des manifestations d'imams islamistes qui ont déjà été surveillés par les services de renseignement canadiens parce qu'ils entretenaient des liens avec des groupuscules terroristes et djihadistes, notamment marocains, qui sont finalement venus nous dire qu'il faut contester les futures lois québécoises, le projet de loi 21, en terminant la manifestation sur, finalement, des imprécations islamistes. Hein, le fameux cri « Allahu Akbar », qui veut dire en gros « Dieu est le plus grand », qui est le grand cri islamiste à travers la planète. Hein. C'est maintenant devenu un peu le porte-étendard même des cris islamistes. Les gens qui ne connaissent même plus, qui ne connaissent pas particulièrement l'islam, savent que c'est relié, finalement, au mouvement djihadiste et islamiste. Donc, tout ça pour dire que, contrairement à ce que croit M. Boussaïdan, c'est tout à fait légitime de se poser des questions quand on voit l'islamisation de la société québécoise et le malaise que ça crée. Encore une fois, je le dis parce que souvent, on lie ces questions-là à la question de l'islam. Moi, ma critique du multiculturalisme dépasse la question de l'islam. Quand il y a des écoles juives assidiques qui ne respectent pas les lois québécoises, ça pose également problème. Quand il y a des demandes d'accommodement religieux de la part des Sikhs qui portent le turban et le kirpan, le couteau, ça pose également problème. Donc, ce n'est pas strictement lié à la question de l'islam, seulement, évidemment, avec les revendications islamistes, avec les attentats islamistes qu'on voit à travers le monde, et particulièrement en Europe, avec le discours radical de certains musulmans militants, l'islam prend le devant de la scène. Mais c'est un problème qui dépasse largement la question de l'islam. Alors, suite à cette émission, à ces propos, vous avez pris action. Oui, tout à fait, exactement. Donc, il y a 2 mises en demeure qui ont été envoyées. Une à M. Boussaïdan pour qu'il s'excuse, qu'il retire ses propos, et une également à Radio-Canada, à l'émission La soirée est encore jeune, pour qu'ils retirent encore une fois leurs propos, parce que finalement, M. Vautier avait appelé, c'est lui qui a amené M. Boussaïdan sur la piste du racisme, et il a, de manière très complaisante, finalement, accrédité ses propos. Alors, on a eu une réaction de Radio-Canada. Monsieur Vautier doit lire
un message d'excuse lors de la deuxième heure de la soirée est encore jeune de samedi prochain. Peut-être samedi passé, là, dépendamment de quand cette émission est diffusée. Le 20 avril. Oui, exactement. Donc, on est en attente. Alors ça, évidemment, de bonne foi, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il m'invite à l'émission, ultimement, pour pouvoir défendre mes propos. Évidemment, je ne suis pas totalement naïf. Je sais très bien que Radio-Canada ne veut pas donner la parole à des gens qui défendent ce genre de position-là de manière articulée parce qu'ils seraient mis face à leurs contradictions et que je crois que finalement, il y a une partie de leur public qui adhère à une critique de l'immigration massive. Et donc, ils ne veulent pas le mettre de l'avant parce que ça ne fait pas partie de leur objectif idéologique. Néanmoins, le service juridique de Radio-Canada a reconnu que c'était diffamatoire et donc, ils vont lire un message d'excuse. En ce sens-là, je considère que c'est quand même une victoire face à Radio-Canada parce que qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir et pour les autres patriotes québécois? Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter impunément de raciste quiconque critique le multiculturalisme canadien ou l'immigration massive. Il va falloir que la petite caste médiatique québécoise commence à tourner cette fois la langue dans sa bouche quand elle veut décrédibiliser quelqu'un sur le plan médiatique. On ne peut pas dire n'importe quoi, surtout quand on est, je dirais, un organe public. C'est-à-dire Radio-Canada, c'est quand même nos taxes et nos impôts qui payent cet instrument de médiatique d'État. Cette télé d'État et cette radio d'État. Donc, je pense que c'est une grande victoire, finalement, pour les patriotes québécois, parce que ça prouve que quand on leur met de la pression, eh bien, finalement, ils sont obligés de réagir, parce qu'ils savent que juridiquement, il y avait une cause, clairement, comme ces propos-là étaient clairement diffamatoires. Alors, à propos de M. Boussaïdan, aucune réponse? Non, c'est ça, aucune réponse de la part de M. Boussaïdan. Alors, on évalue ce qu'on va faire, si on va poursuivre, finalement, les démarches juridique contre lui. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'attitude de Radio-Canada prouve qu'il y a une cause, clairement, parce que le service juridique de Radio-Can a finalement a réagi en s'excusant. Donc, ça veut dire qu'ils savent que ce sont des propos diffamatoires. Donc, on évalue. Évidemment, M. Boussaïdan n'est pas un grand combattant idéologique. Hein? C'est quelqu'un qui est juste dans son espèce de... comment je dirais, dans son rapport intime à la question de l'immigration, parce que ça touche sa famille, c'est tout. Mais voilà, c'est-à-dire que la petite caste médiatique qui s'entretient dans ces réseaux progressistes, radio-canadiens, dans une espèce d'impensé. Hein. C'est des gens qui réfléchissent pas beaucoup. Ils sont un peu, comment je dirais, gangrénés par une forme de conformisme intellectuel. Mais ça justifie pas de diffamer les gens. Ça justifie pas de dire n'importe quoi. Et voilà, c'est ce qui est intéressant finalement avec la décision de Radio-Canada, c'est que ça prouve que quand on pose des actions juridiques, ils réagissent. On les force finalement à revenir sur les propos diffamatoires qu'ils tiennent. Et oui, pour ça, je considère quand même que c'est très positif pour l'ensemble des patriotes québécois. Et on vous remercie pour ça. Ben, c'est un précédent, je crois, et ça va nous donner l'opportunité de pouvoir critiquer le multiculturalisme sans recevoir une poursuite ou un propos diffamatoire. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il va falloir que les immigrationnistes et les multiculturalistes qui passent à Radio-Canada ou ailleurs, que ce soit dans Le Devoir, dans la presse, affinent leur rhétorique. Il va falloir qu'ils soient un petit peu plus intelligents que ce qu'ils sont pour l'instant et qu'ils arrivent avec des arguments. Parce que voilà, raciste, xénophobe, extrême droite, voilà, c'est des anathèmes. Mais maintenant, quand on parle réellement des chiffres, quand on voit le désastre qu'est l'immigration au Québec, quand on voit le désastre de l'anglicisation de Montréal, quand on voit les problèmes communautaristes partout en Occident, là, il va falloir qu'ils développent un argumentaire. Hein? Ils ne peuvent pas simplement se cantonner à nous répéter la propagande d'État du multiculturalisme canadien. Parce que, je tiens quand même à dire ça à Radio-Canada, le problème, c'est que leur loi constitutive fait aussi en sorte qu'ils défendent l'identité nationale canadienne, qui est au fond quoi? Qui est le multiculturalisme. Donc, défendre les positions multiculturalistes du Parti libéral du Québec et celles qui sont inscrites dans la Constitution de 1982, ça fait partie du mandat de Radio-Canada. Dans leur charte. Dans leur charte, exactement. Inscrit. Tout à fait. Sous témoin. Exactement. Et eux aussi, il ne faut pas être naïf, c'est un média d'État. Donc, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent l'intégrité territoriale du Canada.
Ce sont des gens qui, naturellement, ne sont pas portés à donner des arguments aux séparatistes québécois. Il faut quand même se rappeler ça d'un point de vue canadien. Le plus grand danger pour le Canada, ce ne sont pas les groupuscules islamistes. Les groupuscules islamistes ou même djihadistes, que vont-ils faire s'ils font un attentat? Il y a 20 morts, 30 morts, 40 morts. Alors, c'est certes regrettable d'un point de vue des services de renseignement canadiens, mais ça ne détruit pas le Canada. Le grand danger pour le Canada, ce sont les séparatistes québécois. Ce sont des gens qui veulent arracher le 5e du territoire, le tiers de la population, pour en faire un État souverain séparé. Nous, en tant que patriotes québécois, en tant que souverainistes québécois, nous sommes le plus grand danger à l'unité canadienne. Et un État, que fait-il? Eh bien, avant toute chose, il se défend. Au-delà des principes démocratiques, au-delà de la question du régime particulier de l'État, c'est la question de son intégrité territoriale qui est en jeu. Et ça, il ne faut jamais oublier ça en tant que souverainiste. Quand on veut faire du Québec un pays, on est dans un projet de rupture avec le Canada. Et les Canadiens anglais qui réfléchissent, qui souvent réfléchissent d'ailleurs plus que les souverainistes, en sont très conscients. Ils savent ce que ça veut dire la séparation du Québec. La souveraineté québécoise, c'est arracher une partie de leur territoire et briser l'idée qu'ils se font du Canada. C'est briser un pays du G8, c'est briser un pays de l'OTAN, c'est briser un pays du NORAD. C'est pas une mince tâche que nous nous sommes donnés comme souverainistes québécois. Et il faut, je pense que ça fait partie aussi d'un apprentissage pour les Québécois, ce qui se passe actuellement. Ça nous fait sortir de notre naïveté. On a une grande naïveté qui a été entretenue depuis 40 ans par le Parti québécois et il faut vraiment se sortir de ces réflexes-là. Souvent, on entend dans les milieux souverainistes et nationalistes qu'il faudrait revenir à une forme de pureté originelle du Parti québécois. Alors moi, je crois que le Parti québécois de René Lévesque était, dans son cœur même, à la base même, extrêmement problématique, ambigu et naïf. Et je pense qu'il faut plutôt se porter en rupture avec le péquisme institutionnel tel qu'il a été fait. Et je reviens à Radio-Canada pour dire que ces gens-là, ces gens qui dirigent le Parti québécois, qui est finalement le vaisseau amiral de la souveraineté, selon la formule consacrée, ce sont des gens qui ont entretenu une très grande naïveté face aux médias fédéralistes, une très grande naïveté face à la propagande d'État canadienne et face au Canada, qu'ils croyaient comme un État démocratique qui allait finalement respecter les règles du jeu. Or, on a très bien vu au courant de l'histoire que le Canada, qu'est-ce qu'il fait? Il défend ses intérêts. On ne peut même pas lui en vouloir au Canada de défendre ses intérêts. Seulement, il faut comprendre que leurs intérêts et les nôtres, ce ne sont pas les mêmes. Et il faut assumer la conséquence de ça jusqu'au bout. Justement, je vais vous amener sur une multitude de petits sujets, mais que vous frappez dur, là. Le Bloc. Vous dites qu'il doit cesser d'avoir des réflexes péquistes. Dans le contexte actuel, on a les élections de l'Alberta, on a les résultats aujourd'hui même, on les a eus. On sait que là, ça va jouer dur. On souhaiterait que le Bloc s'aligne sur ou assume une ligne vraiment porteuse avec la CAQ, avec le reste des nationalistes, pour embarquer avec les alliés qui sont l'Ouest. Ce ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont ici même, sur notre territoire. C'est nous-mêmes contre nous-mêmes. Alors, le Bloc, vous dites, doit cesser d'avoir les réflexes péquistes, de sociaux-démocrates, pour devenir un parti nationaliste. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Bloc? Bien, je pense que ça ne va pas de la même manière que ça ne va pas avec le Parti québécois. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des gens qui, depuis des décennies, confondent des projets sociaux-démocrates, confondent finalement le féminisme, confondent l'écologie, confondent le progrès social, confondent les pistes cyclables et la création d'un État souverain. Or, ce sont deux sujets complètement différents. On pourrait vivre, à la limite, dans un pays, dans un Québec souverain néolibéral, et ça n'aurait aucun rapport avec la social-démocratie. Le progrès social n'est pas lié à la souveraineté de l'État. Et c'est deux choses qu'ils confondent, en fait. Ils confondent une idéologie progressiste, qui est d'ailleurs un peu en train de s'effondrer partout en Occident, et le projet de la souveraineté, c'est-à-dire la création d'un État qui possède des frontières, d'un État qui possède une armée, d'un État qui possède une banque centrale. C'est ça, la souveraineté d'un État. C'est la capacité à une entité territoriale de contrôler son territoire et de collecter l'impôt et d'assurer la paix.
au-delà de ça, avoir des hôpitaux, des services publics, des toilettes transgenres, ça n'a aucun rapport avec la question de la souveraineté nationale. Et le problème du Bloc québécois, c'est qu'il confond la vertu écologiste ou la vertu progressiste et la défense des intérêts du Québec. Est-ce que c'est vrai qu'il il demande au Canada ou à l'Alberta d'être verte? Ah ben ça, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu M. Blanchet parler de ça, mais je sais qu'ils ont tenu ils ont tenu une ligne, en fait, oui, très, très écologiste. Il demande d'être plus écologique. Oui, alors que c'est complètement irréaliste. C'est-à-dire que l'Alberta, l'économie albertaine repose sur le pétrole. Le Canada est un pays pétrolier. Oui, le Canada est un pays pétrolier et encore plus, l'économie albertaine repose sur le pétrole. Alors, si les Albertains ne veulent pas diversifier leur économie et avoir une économie primitive et primaire parce qu'elle repose sur une ressource naturelle qui est le pétrole, c'est leur problème. En tant que souverainiste, on n'a pas à se mêler des choix géostratégiques de l'Alberta. Et d'ailleurs, c'est un peu catastrophique pour eux, parce que finalement, l'Alberta n'a pas d'accès à la mer. Ils sont obligés de soit passer par la Colombie-Britannique, soit de passer par le Québec. Et on voit que, finalement, toute la question des oléoducs repose là-dessus. Et ils sont prisonniers des choix politiques du reste des provinces canadiennes. En plus d'avoir un pétrole qui est extrêmement dur. Oui, qui est extrêmement coûteux. Exactement. Ouais. Ils sont dans une position très dure. Mais justement, en géopolitique, là. Oui, justement. Mais justement, le Bloc québécois, au lieu de faire la morale sur des questions écologistes à l'Alberta, devrait plutôt saisir l'opportunité qui s'offre à lui. C'est-à-dire que finalement, on est face à une Alberta qui vient d'élire un parti qui veut mettre fin à la péréquation. Eh bien, parfait! C'est génial. Il faut justement faire le débat de la péréquation. Il faut en finir avec cette fameuse péréquation, qui est d'ailleurs l'argument massif des fédéralistes au Québec. À chaque fois, si vous parlez à des gens qui ne sont pas des militants souverainistes, une des premières choses dont ils vont vous parler, c'est la question de la péréquation. Ça fait très mal aux souverainistes québécois. Or, pour régler cette question-là, si on peut s'appuyer sur l'Alberta, c'est parfait. Pour faire le débat qui repose sur quoi? Sur le fait de dire finalement, ben, nous non plus, on n'en veut pas de la péréquation. Être souverainiste québécois, qu'est-ce que c'est au fond? C'est retirer les prérogatives d'Ottawa sur notre territoire. C'est de ne plus avoir affaire avec le gouvernement d'Ottawa. C'est décanadianiser le Québec, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est rapatrier nos pouvoirs de taxation qui ont été pris, qui ont été, comment je dirais, volés en quelque sorte lors des deux guerres mondiales, pour les récupérer et finalement percevoir la totalité des impôts et des taxes au Québec. Pourquoi? Pour être dans un processus de construction étatique. L'objectif du Québec, c'est de créer un État souverain, ultimement, qui ne dépende plus du tout d'Ottawa, ni en matière de défense, c'est-à-dire au niveau militaire, ni en termes territorial au niveau des frontières, et ultimement en termes monétaires, c'est-à-dire d'avoir une souveraineté également monétaire avec une banque centrale québécoise. On n'en est pas là, bien sûr, mais il s'agit actuellement, dans le renouveau du souverainisme québécois et le renouveau du nationalisme québécois, non pas d'attendre un grand soir hypothétique où il y aurait une grande rupture avec 51% des Québécois qui voteraient pour le oui, mais bien d'avoir un gouvernement québécois nationaliste qui construise l'État québécois. Comme dans le moment. Pardon? Comme dans le moment. Oui, exactement. Partiellement. On va voir où ça mène pour la CAQ. Oui. Évidemment, tout ça est assez ambigu, hein, parce que c'est une stratégie qui est obligée de fonctionner à visage voilé. Pour que ça fonctionne, il faut finalement être aussi rusé que le Canada. Donc, il faut un peu faire comme si on ne voulait jamais la souveraineté. Hein, la souveraineté, pensez-y toujours, mais n'en parlez jamais. Hein, le but, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'avancer nos pions de manière stratégique, à la limite même en disant qu'on est fédéraliste, à la limite en n'assumant pas nos positions. Parce qu'on voit ce que ça fait, hein? Le souverainisme institutionnel, et ça, Hubert Aquin le disait déjà dès les années 60, se dire souverainiste dispense les indépendantistes de faire l'indépendance. C'est comme si être souverainiste, c'était une posture morale. Ah, je suis souverainiste, donc ça me libère de finalement faire l'indépendance du Québec. Oui, mais on s'en fout en fait que les gens soient souverainistes. On le voit très bien avec QS. Québec solidaire instrumentalise le mot souverainiste pour récupérer du vote francophone patriote de gauche. Mais dans les faits, ce sont des gens qui soutiennent totalement les objectifs politiques du Canada.
notamment sur la question du multiculturalisme. On vient de le voir là avec la nouvelle position qu'ils ont prise sur les signes religieux, notamment sur la question de l'immigration, notamment sur la question de l'identité nationale. Ce sont des gens qui, au niveau idéologique, sont extrêmement proches de Justin Trudeau et extrêmement proches de la Constitution de 1982. Donc, on voit que le souverainisme n'est devenu qu'une simple posture parmi d'autres. C'est une simple posture électorale. Il faut sortir de ce réflexe-là. Moi, à la limite, vous savez, les gens qui travaillent à ce que le Québec se renforce, à ce que le Québec se déploie, ce sont mes alliés. Les gens qui se disent souverainistes et qui travaillent contre la nation, mais ce sont des adversaires. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut sortir un peu de cette posture souverainiste. On s'en fout, en fait, que les gens nous disent qu'ils sont souverainistes ou pas. Ça n'a que très peu d'importance. D'ailleurs, le gouvernement Legault, qu'a-t-il fait pour être élu? Il a proclamé son adhésion au fédéralisme. Et la première chose qu'il fait une fois qu'il est au pouvoir, il affronte Ottawa. Je pense même qu'on est face à un gouvernement qui agit de manière plus souverainiste que l'aurait fait le Parti québécois de Jean-François Lisée. Parce que Jean-François Lisée aurait toujours été suspecté de jouer un double jeu, faisant en sorte qu'il aurait voulu la crise avec Ottawa. Alors que Legault, finalement, en se disant fédéraliste, même s'il a toujours été très ambigu sur la question, fait en sorte qu'il n'est pas accusé de tenir un double discours. Et ça lui libère les mains. Ça fait qu'il est beaucoup plus à même de mener une politique qui est réellement en faveur du Québec. Le gouvernement Legault fait des pas. Il avance dans la bonne direction, vous dites. Ça va dans la bonne direction, vous avez dit. On peut, par contre, parfois même être en désaccord avec ce qu'il fait. Ce que vous avez dit, vous, c'était que décrocher le crucifix, vous n'étiez pas d'accord avec ça. Pouvez-vous exprimer qu'est-ce que ça vous fait là, de voir le crucifix enlevé? Oui, mais c'est-à-dire, bon, ce que ça me fait sur le plan personnel, c'est une chose. En termes politiques, c'est une chose. En termes politiques. Oui, en termes politiques, parce que, premièrement, c'est une promesse électorale. Il faut comprendre que François Legault a dit « Nous ne toucherons pas au patrimoine religieux du Québec ». Ça, c'est la première des choses. Okay. Deuxièmement, je pense qu'on confond la défense de l'identité nationale et la laïcité. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter, la laïcité, ce n'est pas un combat contre l'islam. C'est un combat contre l'Église. C'est une loi, c'est une série de lois de la Troisième République française au début du 20e siècle, dans un combat entre les républicains de gauche et l'influence de l'Église catholique en France. Ça s'est terminé de manière dramatique pour les catholiques en France, la laïcité. Il y a des congrégations religieuses qui ont quitté la France, qui sont passées par la Belgique et finalement se sont réfugiées où? Eh bien ici, au Québec. Saint-Benoît-du-Lac, les moines bénédictins, c'est une congrégation religieuse qui fuit les lois républicaines de 1901, 1902, 1903, 1904, 1905. Parce qu'il y a une dépossession des biens de l'Église et c'est des gens qui sont persécutés. Il faut quand même rappeler que les gendarmes français, au début du 20e siècle, avec la loi sur la laïcité, rentrent dans les écoles et manu militari sortent les prêtres et les bonnes sœurs des écoles et décrochent les crucifix. Donc, les gens qui pensent que la laïcité, c'est une espèce de consensus mou avec l'Église, pas du tout. C'est un combat très dur avec l'Église, dans sa version française. Et le mot laïcité vient de là. Donc, ça vient de la Troisième République. Donc, c'est pour ça que je dis, Legault, est-ce qu'il a vraiment été élu pour décrocher les crucifix de nos hôpitaux? Est-ce qu'il a vraiment été élu pour décrocher les crucifix de nos palais de justice? Est-ce qu'il a été élu pour retirer la croix sur le Mont-Royal ou la croix sur notre drapeau national? Parce que je rappelle que c'est ça quand même. Hein? Oui. Notre drapeau national, il y a une croix blanche sur fond azur avec 4 fleurs de lys. Donc, le laïcisme poussé à son extrême, je vous l'annonce déjà, ça va aller très, très loin. On le sait, par exemple. La laïcité en France fait en sorte que les mairies ne peuvent pas avoir de crèche dans leur établissement, parce que c'est contraire à la loi sur la laïcité. Donc, ouvrir cette porte-là, c'est ouvrir la porte de la déchristianisation totale du Québec. Et moi, je ne suis absolument pas convaincu que la majorité des Québécois veulent ça. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que les revendications religieuses de la part des minorités, qu'elles soient juives, sikhes ou musulmanes, font redécouvrir aux Québécois leur passé catholique. Et quand on étudie un peu justement cette histoire qui est la nôtre, on se rend compte que l'Église a joué un rôle extrêmement grand dans notre histoire nationale. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple qui n'avait pas d'État souverain.
l'institution ecclésiastique a été, au fond, notre grande institution nationale, qui elle-même était dans une sorte de rapport conflictuel avec Rome. Parce que Rome elle-même a privilégié le clergé irlando-américain en disant la langue du catholicisme en Amérique du Nord, c'est l'anglais. Et nos curés, les curés canadiens-français, ont dit non, non, la langue gardienne de la foi, si on s'anglicise, on devient protestant. Et donc, une manière de résister à la protestantisation des Canadiens français, c'était également de défendre la langue française. Donc, ce mélange entre foi catholique et langue française a fait en sorte qu'on a pu avoir un clergé réellement patriote. Je rappelle, par exemple, que les premières ligues du bon parler français ont été fondées par des curés. Je rappelle, par exemple, que l'Action nationale, qui va être la première revue, le premier think tank, comme on dirait aujourd'hui, qui pousse l'idée de l'indépendance dans les années 20, est composée à 90% de prêtres. Ce sont les gens qui fondent le socle idéologique du nationalisme sur lequel nous reposons tous aujourd'hui. Tous les souverainistes, même les plus laïcards, leur origine intellectuelle provient de ce clérico-nationalisme-là des années 20. Je dis par ailleurs que souvent on fait un lien avec les patriotes de 1837-38. On veut rattacher la laïcité actuelle ou les mouvements progressistes actuels veulent rattacher le combat contre l'Église avec le combat des patriotes de 1837-38. Je veux tout de même rappeler aux gens que les patriotes de 1837-38 voulaient créer une république bilingue. C'est dans la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Je rappelle également que M. Nelson, qui est nommé président du Bas-Canada, qui lit la déclaration d'indépendance du Bas-Canada en provenance des États-Unis, hein, les patriotes, après 1937, se sont réfugiés aux États-Unis, partent des États-Unis, traversent la frontière, lisent une déclaration d'indépendance, puis reviennent aux États-Unis. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas très glorieux. Cet homme, M. Nelson, est né aux États-Unis et va mourir aux États-Unis. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas attaché à la terre québécoise. Autre chose, Louis-Joseph Papineau, qui est un républicain, probablement franc-maçon aussi, c'est quelqu'un qui défend les thèses de l'annexion du Bas-Canada avec les États-Unis. C'est un annexionniste, parce qu'il est tellement en colère face à l'acte d'union de 1840 et à notre marginalisation politique qu'il va prôner l'annexion à la République américaine. Alors, ça aurait eu des conséquences catastrophiques pour nous, la victoire des Patriotes, qui étaient des libéraux sur le plan idéologique. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui défendent aujourd'hui le Québec français sont beaucoup plus les héritiers des cléricaux-nationalistes des années 1920 que des patriotes de 1837-38. Mais ça, encore une fois, parce que dans notre champ intellectuel, on nous cache tout le passé conservateur catholique canadien-français, on est incapable de le voir. Et on se fait enfermer dans un piège idéologique libéral contrôlé par une petite élite radio-canadienne qui, finalement, partage la même vision du monde que celle de Pierre Elliott Trudeau et maintenant de Justin Trudeau. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez d'enlever les symboles de l'Église anglicane? Oui, alors ça c'est l'autre grand impensé de cette loi sur la laïcité. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit, c'est la laïcité, donc, voilà, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de crucifix au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Très bien, mais comme vous venez de le dire, qu'est-ce qu'on fait avec les symboles anglicans? Qu'est-ce qu'on fait avec les symboles de la monarchie britannique? Je rappelle que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Justin Trudeau n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est la reine du Canada, qui est également la reine d'Angleterre. Or, qui donne la souveraineté à la reine du Canada de régner sur nous? Ce n'est pas le peuple canadien, c'est Dieu, dans la Constitution canadienne. Non, mais ça, c'est une réalité, en fait, qu'on néglige. Mais, et c'est le grand impensé des militants laïcs au Québec, c'est qu'ils se croient en France. Ils pensent que nous vivons dans une république, mais on ne vit pas dans une république. Nous sommes dans une monarchie constitutionnelle. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, cette loi, le fait d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, dans 4-5 ans, il va y avoir des députés, probablement musulmanes, voilés, élus sous la bannière des Solidaires ou du Parti libéral du Québec, qui vont voter des lois sous les symboles de la monarchie britannique, dont la chef
la reine du Canada et d'Angleterre, est également la chef de l'Église anglicane. Et finalement, tout ce qu'on va avoir enlevé, ce sont les symboles catholiques canadiens-français. Là, je crois que c'est très, très clair. Ben oui, pour moi, c'est une évidence que c'est ce qui s'en vient. Parce que je rappelle que la loi actuelle de François Legault n'empêche pas les élus à l'Assemblée nationale de porter un signe religieux. Alors, que dire du projet de loi 21, alors? Je pense, en fait, pour bien comprendre le projet de loi 21, ça va paraître un peu particulier peut-être, il faut comprendre que nous sommes profondément un peuple catholique. C'est-à-dire que notre rapport à l'État, notre rapport à l'institution est un rapport très différent du reste de l'Amérique du Nord, qui est un continent protestant. Les protestants sont finalement dans un rejet de l'institution. Hein. Ils veulent protéger le croyant de l'interférence de l'État. Ce sont des gens qui sont dans un rapport conflictuel avec l'institution. Ce sont des gens qui ont rejeté l'Église, qui ont rejeté le clergé, pour être dans un rapport direct avec Dieu, avec le texte sacré. Donc, c'est un rapport individualiste, finalement, à la fois. Alors que les catholiques sont dans un rapport collectif, institutionnel. Ils ont un clergé auquel ils s'adressent et qui gère, finalement, les affaires de la cité. Hein. On sait, par exemple, que nos écoles, nos hôpitaux, oui, merci, voilà, nos hôpitaux, notre système d'enseignement, etc., étaient dirigés finalement par les bonnes sœurs et puis par le clergé catholique. À partir du moment où il y a une sécularisation de la société, c'est l'État qui vient prendre le relais de ça. Donc, le rapport que nous avons aux institutions collectives est un rapport catholique, est un rapport universaliste et non pas particulariste. C'est la même chose avec la question de l'espace public. On considère que l'espace public appartient à tous, donc il doit être neutre. Alors que les anglo-saxons considèrent que l'espace public n'appartient à personne et donc que tout le monde peut finalement l'occuper. Donc c'est un rapport au monde anthropologique qui est complètement différent avec le reste de l'Amérique du Nord anglo-protestante. Ce qui fait que ce qu'on voit comme du progressisme, nous, c'est-à-dire le fait de mettre en place une laïcité coercitive en disant à l'individu « Non, ta foi ne passe pas au-dessus de l'institution qui est neutre. Toi, petit individu, ton droit n'est pas au-dessus du droit collectif. » On voit ça comme quelque chose de positif, alors que les anglo-protestants voient ça comme une répression. Ils voient ça comme une institution qui impose un comportement à l'individu. Donc, on est dans deux conceptions du monde qui s'affrontent. Et ça, il faut bien comprendre ça, en fait, au Québec, pour comprendre ce qui nous oppose à la conception de la neutralité de l'État chez les Canadiens anglais et chez les Américains. Le débat qu'on a actuellement sur le projet de loi 21, pour les peuples catholiques d'Europe, ne fait aucun sens. Allez en France et dites-leur, ben oui, on ne veut pas que les policiers, que les enseignants portent des signes religieux. Ils vont nous dire, c'est un peu la base. Hein? C'est un peu le minimum syndical. Même dans d'autres pays. Oui, oui, dans des pays musulmans qui ont été colonisés souvent par la France et qui ont un rapport positif à la civilisation française, notamment la Turquie, c'est-à-dire la Turquie avant Erdogan, prend comme modèle la laïcité française. Le pays du Maghreb qui est le plus sécularisé et, disons, qui est le plus aligné sur des politiques laïques, c'est la Tunisie. Pourquoi? Parce que le père de la nation, Habib Bourguiba, était un admirateur de Mustafa Kemal, le fondateur de la République turque, qui était lui-même un admirateur de la laïcité française. Donc, l'impact qu'a eu la France au Maghreb, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une partie de la population maghrébine qui est alignée sur la conception française et républicaine de l'espace public. Ce qui fait qu'on a des immigrés aujourd'hui au Québec, notamment d'origine algérienne, qui ont vécu la décennie noire des années 90 avec la guerre civile, qui trouvent que les Québécois sont beaucoup trop mous face aux islamistes et qui disent, en fait, vous êtes extrêmement naïfs face à ce qui s'en vient. On peut évidemment penser à Jamila Benhabib, qui est une grande militante laïque, mais encore une fois, c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, qui est une femme de gauche, et qui est, bon, évidemment attaquée par les islamistes, c'est difficile de ne pas être sympathique à sa cause. Mais encore une fois, elle est dans une vision très française et républicaine de la chose, notamment sur la question du crucifix, retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. Évidemment, elle est en faveur de ça, alors que je pense que le réflexe, malgré tout conservateur des Québécois, fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus attachés à leur passé catholique qu'on le croit. Malgré tout, les Québécois veulent une forme de neutralité chez les agents de l'État. Ils ne veulent pas la déconstruction totale des référents catholiques.
Ils ne veulent pas la déchristianisation de l'espace public ou même des institutions. Ils veulent simplement que, finalement, les fonctionnaires n'affichent pas ouvertement leur foi et, finalement, mettent leur foi au-dessus du bien-être collectif. Mais ça, encore une fois, comme je l'ai dit, même si nous sommes un peuple sécularisé, même si nous sommes un peuple qui n'allons plus massivement à l'Église, c'est parce que nous avons une conception catholique de l'espace public et une conception catholique du rapport à l'État. Autre exemple, pour appuyer ce que je dis, le modèle social québécois, quel est-il? C'est finalement la sécularisation de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire ce mélange de corporatisme, d'État, de syndicats et d'entreprises privées, c'est en quelque sorte la synthèse sécularisée de la doctrine sociale qu'a prônée l'Église face au socialisme. Ça, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on dit qu'on est le peuple qui paye le plus d'impôts en Amérique du Nord, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'a pas une conception individualiste du rapport à l'argent. On ne pense pas que faire plus d'argent, ça va nécessairement nous envoyer au paradis, comme le font les luthériens et les protestants. On est dans un rapport beaucoup plus complexe à l'argent et à la chose publique, et on est beaucoup plus porté à faire reposer la redistribution de la richesse sur l'institution plutôt que sur les dons personnels. Donc, encore une fois là, anthropologiquement, les Québécois, qu'ils le veulent ou non, sont profondément catholiques. Ensuite, pour ce qui est de la loi 21, et c'est pour ça que ça affronte directement le modèle anglo-saxon, anglo-américain, c'est qu'au fond, on est face à deux anthropologies différentes. Et en plus, le multiculturalisme a été inscrit finalement dans la Constitution canadienne, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment face à un conflit entre deux légitimités. La légitimité de ce que veut le peuple québécois et la légitimité d'Ottawa. Et là, rentrent en jeu finalement, en quelque sorte, les rapports de force entre Québec et Canada. Et là, vu la situation actuelle, l'appui massif qu'a François Legault de la part de la population, il a largement les coups des franges pour affronter Ottawa et aller au bout de la logique, notamment en utilisant cette fameuse clause dérogatoire, qui, rappelons-le, est légitime, qui, rappelons-le, a été utilisée à de nombreuses reprises dans l'histoire du Québec et qui est constitutionnelle. C'est-à-dire que François Legault, quand il utilise la clause dérogatoire, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution canadienne. Donc, nous utilisons en quelque sorte le droit canadien pour le retourner contre la doctrine d'État du Canada. Donc, c'est une clause aussi d'interprétation Oui. qui confronte celle du Canada. Oui, tout à fait. Et c'est une clause d'interprétation aussi pour la Charte québécoise des droits et libertés. Ça, c'est intéressant aussi. C'est ce qui a fait dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux épisode lors de la question de la Charte des valeurs du Parti québécois, Maria Mourani, qui était à l'époque souverainiste, enfin, se disait souverainiste, a changé son fusil d'épaule en voyant que le Parti québécois voulait changer la Charte québécoise des droits. Et elle a dit, OK, mais si on peut changer ça si facilement que ça, je ne suis plus souverainiste, hein, comme si son souverainisme reposait uniquement sur une histoire de charte. Ce qui est d'ailleurs, ces histoires de charte sont des conceptions très anglo-britanniques du droit et de la politique. Hein, c'est pas du tout le cas dans la majorité des pays catholiques. On voit effectivement que les Québécois, certes, ont un peu par mimétisme mis en place une charte québécoise des droits, mais au fond, on ne sacralise pas cette charte comme c'est fait au Canada. C'est pour ça que la clause dérogatoire qui est utilisée pour modifier la Charte des droits du Québec ne soulève pas beaucoup d'indignation des gens, en fait, en quelque sorte. C'est un peu passé sous le radar, en quelque sorte. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez, et à tous les auditeurs, qu'est-ce que vous entendez par la Catherine d'orionisation du monde? Ben, on sait que vous parlez de Catherine Dorion, là. Oui, oui. Ben, non, mais c'est-à-dire que c'est la politique spectacle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment l'intelligence politique de Catherine Dorion. C'est quelqu'un qui a réussi à accaparer l'espace médiatique et à se présenter comme la porte-parole du parti dont elle n'était qu'une simple députée. Ce n'était pas une porte-parole du parti, Catherine Dorion. Ce n'était pas une co-chef
Elle a réussi en quelques mois à éclipser la figure de Gabriel Nadeau-Dubois et à éclipser la figure de Manon Massé. En faisant quoi? En créant des polémiques. C'est une sorte de Trump inversé, Catherine Dorion. Elle arrive à l'Assemblée nationale avec un T-shirt et voilà, ça a fait les manchettes. Elle dit 2-3 trucs, le troisième lien de Québec, c'est comme une ligne de coke, et elle accapare l'espace médiatique. Comment? Par le buzz médiatique. Je ne parle pas du fond de sa pensée, je parle de la forme. Mais la forme, c'est celle de la politique spectacle. Et au fond, elle parle à sa base. C'est une forme de populisme de gauche qu'elle fait. Elle dit, moi, au fond, je suis le vrai peuple. Or, le vrai peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il parle un peu tout croche. Le vrai peuple, il s'habille avec des T-shirts. Donc, moi, je vais aller le représenter à l'Assemblée nationale contre, finalement, cette espèce d'élite bourgeoise, encravatée, qui s'habille comme des hommes d'affaires. Donc, on est face à quelqu'un qui instrumentalise la démagogie, en tout cas le populisme, certainement le populisme de gauche, pour parvenir à ses fins politiques. Puis, je vais vous faire peut-être vous répéter, mais je veux qu'on parle de populisme. Oui. Alors, le populisme, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que souvent, c'est utilisé pour discréditer les gens. Et on associe ça souvent à la droite. Oui. Le problème, c'est que le populisme, ce n'est ni de droite ni de gauche. Ce n'est même pas vraiment une idéologie. Si on se réfère un peu à ce que les politologues en disent, c'est plutôt un style. Le politicien populiste, que dit-il? Il crée une division entre l'élite qui serait corrompue et le peuple qui serait sain. Alors, il peut y avoir un populisme de gauche où on dit, finalement, l'élite est à la solde du grand capital et le pauvre peuple, finalement, subit les décisions de cette élite corrompue. Ou ça peut être un populisme de droite qui dit, regardez, l'élite a des valeurs sociales dégénérées, vit dans une bulle idéologique complètement déconnectée du reste de la population, et le petit peuple, finalement, a, il a un sens commun, il a une décence commune, qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus à même d'avoir de bons réflexes politiques que l'élite. Donc le populiste, c'est quelqu'un qui sépare l'élite, souvent médiatique, financière et intellectuelle, du reste de la population. Et il se prétend, finalement, incarner le peuple, en quelque sorte. Il dit, moi, je vais prendre ce que vous pensez réellement et je vais l'amener sur la place publique contre les élites qui vous trahissent. C'est pour ça que il y a diverses formes de populisme et ce n'est pas quelque chose de mal en soi puisque c'est imbriqué dans la question de la démocratie. Le populisme, c'est finalement le nom de la démocratie quand les élites ne sont pas contentes. Quand les élites voient que leur projet ne fonctionne pas, ils traitent finalement les politiciens qui se réclament du peuple de populistes. Mais c'est un phénomène qui est inévitable en démocratie. Il va toujours y avoir des gens qui vont dire « l'élite actuelle est corrompue, moi je représente le vrai peuple, votez pour moi et je vais amener cette sensibilité populaire-là à l'Assemblée nationale ou à la présidence, dépendamment du régime politique dans lequel on se trouve. » C'est déjà terminé. J'espère qu'on va avoir le plaisir de vous avoir avec nous encore une fois. Certainement. On va vous réinviter. Merci beaucoup pour votre générosité pour aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne fin de soirée.